Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau podcast donc sur notre top 10 de l'année. Donc ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait de podcast et je crois qu'on est assez content de vous en reproposer un. C'était janvier ou février pour Babylone, je crois. Il me semblait qu'on avait fait Babylone et on a fait aussi un grand film de l'année. On avait fait un long podcast sur Astérix et Obélix, il me semble. Une merveille. Bah attendez, moi il est dans mon top, donc... Non mais... Voilà, on est reparti pour un top. C'est ça. Je vous propose de commencer par les mentions honorables. d'achever ce long monologue. Toujours à 3. Toujours à 3, ouais. Avec Antoine, 3 évidemment. classements. On se présente plus, vous reconnaissez nos voix. Ça sera le même schéma où on commence par les mentions honorables, puis top 10 jusqu'à 1. On garde le suspense pour qu'est-ce qu'on a mis au final. Tout à fait. Antoine, tu commences par quelques mentions Ouais, mention honorable, alors on s'est pas fixé trop de... Ouais, vas-y, balance, mais limites. rapidement, quoi. On en balance quelques-uns rapidement. Alors moi j'avais, en mention honorable, le procès Goldman. Ok. Bon, on en reparlera plus tard. Voilà, après ça a été très difficile de faire un top évidemment, comme d'habitude on a bien galéré. C'est pas, s'ils sont pas dans le top, c'est... Il peut y avoir des très bons films, hein, ouais. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a aussi des classements qui sont différents. Et on peut parler de films différents, et c'est ça qui est riche. Si on avait le même top, ça serait vraiment pas intéressant. Même si évidemment, on le rappelle, on n'a pas pu voir tous les films, donc voilà. Donc j'avais le procès Goldman, ensuite j'avais The Killer de David Fincher, que vous avez moyennement apprécié. Je le mets en mention honorable. Je pensais vraiment qu'il serait dans ton top. Mais je le mets... Non, je le mets pas dans le top. Je le mets pas dans en mention honorable. Il est aux portes du top. Il s'est fait... Belle mise en scène, mais on se fait chier, quoi. Non. Bon, on fera un podcast dessus. Allez. Tar, j'ai mis notamment. Ok. Oui, on en reparlera aussi. Qui est très très bien. Mais je pense le fait de ne pas l'avoir vu au cinéma peut-être joue là-dessus. Ensuite, je vais citer Limbo ou Limbo, je sais pas comment on le prononce, le film hongkongais. Ah, c'est hongkongais. On l'avait vu ensemble avec Sacha. Excellent film, excellent thriller dans les rues hongkongaises. Je recommande fortement. C'est un peu un film à la Seven, avec c'est très crasseux, poisseux. On est dans un univers hyper anxiogène et le film est en noir et blanc. Il offre une photo incroyable, enfin vraiment à voir. Je cite notamment Le Livre des Solutions avec Pierre Ninet, j'ai trouvé excellent. Pierre Ninet joue le rôle justement du réalisateur de Michel Gondry, merci, qui est atteint de bipolarité, donc ça forme à la fois très drôle mais aussi des fois un peu flippant. Et en dernier, je mets Omar Lafraise. Voilà, Omar Lafraise, ouais. Tu l'as mis dans le top ? Il est dans le top. Ouais, je me doutais que tu l'avais mis dans le top, Sacha. Je pensais qu'il serait dans vos deux tops, moi. Non, mais très bon film, mais pareil, on l'arrête aux portes. Ok. Et je vous laisse la parole, messieurs. Tu veux y aller ou... je peux enchaîner, oui, moi ça va être très rapide parce qu'Antoine on a cité quelques-uns. Ouais. T'as cité notamment Boys Afraid, il me semble ? Non, pas du tout. J'ai cru entendre pas du tout. Alors il écoutait pas. J'écoutais pas. J'étais concentré sur rien, mais moi je cite justement Boys Afraid, que j'ai été assez sensible au film, mais j'ai pas réussi vraiment à rentrer dedans. Il m'a manqué peut-être quelque chose, ou alors peut-être un second visionnage aussi. Pour moi qui était un film plein de palettes, qui a explosé. C'est une richesse absolue, mais c'est ça, tu perds du monde sur ce film. C'est compliqué, mais je trouve qu'un réalisateur a été assez fidèle à ce qu'il voulait faire. Je pense qu'il a foncé tout droit. Parce que par rapport à Midsommar et Hérédité, qui était limpide quand même, là était, on a un film beaucoup plus dense, avec extrêmement dense, rebondissement et de questionnement. Ensuite j'ai aussi Simple comme Sylvain, qui pour moi était pas loin de rentrer dans le top. Je sais pas si Raphaël... On verra. C'est un très très beau film. Une réalisation impeccable. Monia Chokri qui signe depuis déjà quelques années des films impressionnants, qui joue d'ailleurs aussi dans le film, qui est très bonne actrice aussi également. J'ai ensuite dans mon top, j'ai La femme de Tchaïkovski. Ah mais c'était en début d'année ça. En début d'année, je voulais le mentionner parce qu'il a vraiment une réalisation prenante, saisissante. On ressort du film assez dérangé, mais c'est un film qui est plein de longueur et après tu l'as vu il y a 2 semaines, peut-être c'est possible. Ça mais joue c'est vrai aussi que dans c'est un le film classement, le fait de... complètement. Mais j'ai été moins sensible. C'est vrai que c'est un film quand même assez froid, dur. On en ressort un peu dérangé. J'étais très dérangé quand je suis sorti. Et j'ai ensuite un film qui est au top du classement, c'est Burning Days, qu'on avait vu en milieu d'année, le film turc. Et c'est le seul film turc que j'ai vu. J'ai pas vu d'ailleurs les autres qui sont les herbes sèches, qui arrivent dans le top de beaucoup de monde. Et Burning Days, j'avais beaucoup aimé, une sorte pour moi, de thriller un peu politique, policier, presque fantasmagorique, fantastique à certains moments. J'ai quand même moins accroché. Moi j'avais beaucoup accroché et les prestations des comédiens étaient assez fortes. C'est assez flippant comme... Et j'en cite en 2 encore, et après je m'arrête, j'avais The Creator, mais à mon avis on va en reparler peut-être, qui a été quand même assez bien réalisé. Et j'avais aussi Désordre, donc un film suisse,
où on suit du coup une sorte de révolution un peu anarchiste dans une horlogerie en Suisse, qui pareil était aux portes du classement, un film contemplatif, mais vraiment Aux contemplatif. portes du cliché aussi, une horlogerie en Suisse. Oui, mais vraiment sur les mouvements anarchistes, où on suit un disciple du communisme qui arrive en Suisse et qui vient suivre en fait la révolution dans les horlogeries par le prolétariat, les femmes qui travaillent dans ces horlogeries. Voilà. Un film hyper intéressant où on peut suivre une discussion de personnages qui sont filmés alors qu'ils sont à 50 mètres de la caméra, ou même des fois des dialogues qui sont, alors que les personnages sont absents, ils sont même pas dans le champ. Et c'est fascinant. Voilà pour mes mentions honorables qui étaient un peu longues. Du coup, moi, pour mes mentions honorables, pareil, j'en ai quelques-unes parce que cette année, j'ai vu beaucoup plus de films que les années précédentes. Donc, au total, j'ai on va dire une bonne trentaine de très très bons films. Donc, je vais limiter, mais quelques-uns. Mais j'aurais pu citer Tar, que j'ai vu en salle et qui m'a vraiment rendu perplexe et tout. Je me suis posé beaucoup de questions sur le film et c'est une expérience de salle un peu pas comme les autres, donc à mentionner. Un film français, premier film d'ailleurs de la réalisatrice Iris Kaltenbach, Le Ravissement. La prestation de l'actrice est absolument incroyable. Tout le temps, pendant tout le film, tu doutes du personnage et tu sais pas comment ça va finir. Et à la fois, tu te dis que enfin, c'est quand même assez immoral ce qu'elle fait, etc. Et en même temps, tu as envie qu'elle réussisse. Et il y a une sorte de revirement scénaristique au milieu auquel tu t'attends pas aussi si vous n'avez pas vu trop de critiques ou de bandes annonces. Et honnêtement, c'est un film assez marquant. J'hésitais à le mettre aussi, mais en début d'année, c'était un pur drame qui m'avait bien ému quand même, de Son. C'est pas au niveau de The Father, mais ouais. Tu l'as dans le top? Comment? Peut-être. Ok. Peut-être. D'accord. On en reparlera. On va dire parce que du coup on en parle pas. Mais oui, tu l'as ou pas? J'ai. Ok, donc on en reparlera. J'aurais une superbe comédie romantique que Sacha a déjà citée, Simple comme Sylvain. Vraiment, c'est à la fois très comique, on se marre pendant tout le film, et le scénario est aussi très intelligent, à la fois sur l'écriture des personnages et sur la société, quoi. Un film bourru de féminisme qui sent l'être en fait, qui va pas chercher à être féministe plus que ça, mais qui l'est énormément dans son propos. Et la mise en scène est superbe aussi. La mise en scène dans le jeu de son actrice principale, enfin, c'est fascinant. Ouais. Et un film, je crois, franco-algérien, Ourea, le deuxième film de Mounia Medour après Papicha. Alors un peu moins fort que Papicha, mais la scène de fin, je vous dis pas ce qui se passe, mais l'histoire est un peu similaire en termes de trame à Encore de Cédric Clapiche, pardon. Ouais, très bien. Mais je trouve plus fort parce que c'est un peu plus social et sociétal sur l'Algérie. Et la chorégraphie de fin, c'est quelque chose que j'avais jamais vu en danse. Et je trouve ça superbe. Past Lives, qui est sorti récemment. Ouais. Bon, j'aurais pu le citer en mention honorable du coup. Film très délicat, très doux, très... Mais regarde-le, après peut-être que tu l'aurais mis dans le top 10. Hein, mais c'est vrai que je vois, il est absent de beaucoup de tops, et pourtant dans certains tops, il est en deuxième, troisième position. Ouais, mais il a un peu été survendu aussi. Mais... Oui, je pense qu'il a divisé pas mal aussi. Ouais, clairement. Mais c'est un très très beau film. La prestation de l'actrice principale, Greta Lee, est vraiment top. Donc, et la BO, très légère et tout, accompagne très bien le film. Et un dernier petit, un film japonais, qui s'appelle Love Life, qu'on devait aller voir ensemble et que j'étais allé voir tout seul. Génial. Au final, j'avais pris une claque, il y a vraiment un retournement scénaristique, je sais pas comment dire ça autrement, c'est pas un twist ou une surprise, mais vraiment, on pense que l'histoire va prendre une certaine direction, et il se passe un truc, qui est d'ailleurs pas du tout spoilé dans le marketing, dans la bande-annonce, etc. Et après, ça prend une autre direction totalement différente, et le film à la fois social, à la fois intime, la mise en scène, le début, la fin finit pareil. On est presque dans une pièce de théâtre, mais au sein d'un quartier ou d'une pièce. C'est magnifique, c'est super bien. Vraiment, celui-là, c'est difficile de ne pas le mettre dans le top 10. Ouais, non, il est vraiment très cool. J'ai oublié d'ailleurs, mais très très bien. Voilà, donc on passe à ton top 10. Allez, mais alors c'est la première année que je fais ça. Ex-aequo. Mais je mets un ex-aequo, alors je me fais plaisir. Hein. Voilà, allons-y, les gars. vas-y. Oui, je suis généreux cette année. D'ailleurs, c'était combien de films en mention honorable? Peut-être 40 là, Non, beaucoup. Mais on va aller plus vite là. Donc, en top 10. J'ai mis égalité, L'amour et les forêts et L'innocence. Alors L'amour et les forêts, donc film... Est-ce que Sacha t'as un des deux? Non, aucun des deux. Moi, L'innocence, j'ai envie juste de faire une petite aparté, c'est qu'on l'a vu tous ensemble hier. Hier, ouais, avant l'enregistrement. J'ai peut-être pas assez le recul pour vraiment l'avoir... J'ai adoré, mais il me faut plus de temps. Mais je l'ai digéré là, quand même, et il m'est revenu direct. C'est magnifique. J'ai repensé là. Très très bon film japonais de Koreeda.
qui nous habitue toujours à des petites merveilles, des petites pépites comme ça. Moi j'avais mis 6ème l'an dernier ou 5ème de Bonnes Étoiles. Il m'avait plus marqué de Bonnes Étoiles que celui-là. Ah ouais, moi celui-là m'a plus marqué que... Mais il est marquant, mais si tu veux, il respecte plus un certain schéma qu'on spoilera pas. Mais j'aime beaucoup ce puzzle ah oui, ça marche bien. avec Ça marche ses bien, différents points de vue. On a en plus, c'est un film qui, pour moi, éclate le film Close, qui est belge. Le film belge, qui est un peu similaire sur le sujet, on va dire. Sur le sujet, il y a des similitudes. Mais Close, après, c'est aussi. C'est pas trop le sujet, les gars. Il va chercher le sensationnalisme, l'émotion à fond. Ce que Lucas Dont manie bien. Surtout qu'il y a 2 parties dans Close. Une première qui marche très bien, une deuxième beaucoup moins bien, quoi. Oui, mais là, t'as une finesse dans le Koreeda qui est sans en faire trop. On a juste un scénario, mais d'une écriture parfaite. Et puis surtout, les acteurs aussi sont formidables. On découvre toujours des acteurs dans ces films. C'est un cinéma asiatique. Les enfants sont bons. Monstrueusement bien fait. Et, moi, je le cite. Et d'ailleurs, c'est le seul film étranger. Enfin, j'ai des films américains. Le franco-français, quoi, le mec qui met. Mais non, mais c'est cette année, j'ai beaucoup de films français dans le top. Et donc, j'en reviens à L'amour et les forêts, petit mot là-dessus. Donc, film de Valérie Donzelli. Donc, avec Virginie Efira et Melville Poupeau. Donc, un film dramatique, très très poignant, très puissant. Où d'ailleurs, Virginie Efira joue 2 rôles. Elle joue des sœurs jumelles. Donc on l'a vu dans je sais pas combien de films d'ailleurs Virginie Efira cette année, c'est ahurissant, elle enchaîne des tournages. Rien à perdre aussi, pur drame mais ça joue bien. Hein. Incroyable. Et là elle est sous l'emprise d'un Melville Poupeau hyper possessif, hyper toxique, jaloux, qui a un côté hyper séduisant au départ et leur idylle elle est plutôt charmante, elle est plutôt belle et puis plus l'histoire avance et plus on a un couple qui est absolument meurtri et Melville Poupeau est effrayant dans le film et vraiment c'est très très puissant et sur les violences faites aux femmes, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. T'en ressors un peu cassé, non? Ah, le film m'a roulé dessus, j'étais pas bien à la fin, vraiment. Puis après voilà, surtout par rapport aux performances des acteurs aussi qui te portent ça magnifiquement. Bah moi je l'ai pas vu mais ok. À voir, très très beau film. Allons-y. Moi, du coup, comme Antoine, je vais me risquer dans l'ex-aequo. Putain, moi aussi j'avais prévu ex-aequo, les gars. Mais que pour le top, que pour la 10ème place, parce que je pense que, je trouve que c'est un exercice assez compliqué de mettre 2 films ex-aequo, c'est surtout que. Bon, bienvenue dans le top 11 de la RSG. C'est une manière d'élargir. Mais 2 films totalement opposés, donc j'ai en premier le film de Elias Belkedar, Omar la fraise. Ok. Donc Antoine a cité, avec Reda Kateb et Benoît Magimel. Donc une sorte de fresque de bandits français qui se retrouvent à Alger. À la dérive un peu. À la dérive, dans les bas-fonds d'Alger, et puis qui essayent de vivre, qui ont une vie de pacha, et en même temps une vie assez misérable. Un film assez puissant. On est très bien dans le film, enfin, je veux dire, c'est à la fois hyper beau. C'est ça, c'est beau, parce que ça vient de... La photo est incroyable. C'est ça, produit par... La chaleur de l'Algérie et tout ça. Et il y a des scènes mémorables. La comédie, pour moi, c'est ça qui marque. C'est que c'est un film dont la comédie se différencie des autres comédies françaises qu'on peut voir. Hein. Il y a vraiment une volonté de faire rire, mais par l'outrance, par le ridicule aussi. C'est génial. Incroyable ensemble et il y a une alchimie. Produit par Iconoclast, qui aussi produit des clips à la base, et du coup on a aussi ce traitement visuel assez c'est clip généreux, qui est génial. Donc voilà, donc ça c'est mon premier film. Aussi à noter aussi dans le film Myriam Amiar qui joue. C'est plus un trio en fait. Voilà, ça, il y a vraiment un trio. Ce personnage là, c'est une actrice que j'ai pas vue, qui est, je crois, algérienne elle pour le coup. Je sais pas, je la connais 100% pas. algérienne, qui joue super bien et qui, j'espère qu'on va la revoir parce qu'elle a un jeu dans le film qui est inoubliable. Et ensuite, en ex-aequo, du coup, mais rien à voir avec ce film, c'est le dernier Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc, un film qui m'a marqué. Donc, certains pourront dire un gros blockbuster, comme on en voit tous les jours. Mais pour moi, c'est vraiment le blockbuster qui se distingue cette année. J'avais envie de mettre un gros film comme ça en avant. C'est le blockbuster de l'année. Pour moi, il réussit sa mission, quoi. En fait, le blockbuster, c'est le seul dans mon classement tiré d'une suite, en fait. Alors qui se rattache à un univers. Enfin, c'est un préquel, mais oui. Oui, voilà, qui du moins se rattache à un univers. Et moi, j'ai trouvé la direction artistique du film assez impressionnante en termes de costumes, de décors. De musique, moi, je suis désolé, de musique. Ah, on a des chansons. Pour moi, ça rentre dans la catégorie des meilleurs films musicaux de l'année avec un certain autre film que. Voilà. Ouais, pour moi, c'est vraiment un film. Un film assez puissant qui marche, il suit le livre. Non, mais il y a des chansons tout le long. Les émotions, la construction du film, presque shakespearien, il y a un côté très théâtral. C'est pas manquable.
T'as juste une troisième partie. Les 2 premières parties, honnêtement, je l'aurais mis dans le top 10. C'était un excellent blockbuster. La troisième partie, un poil plus bancal, mais il manque, voilà, peut-être. Mais il y a ce personnage de Lucy Gray qui est assez époustouflant. Voilà. Donc ça, c'était mes top 10. Tes top 10. Alors, écoutez, moi, avant qu'on décide de faire des ex-aequo, j'avais sur ma liste un top 10 et un top 10 bis. Mais pas comme vous, de 2 films différents. Qu'est-ce qui se passe cette année là, on est où, là? Mais je t'ai dit, c'est le top 11 de la RSVLB. Mais c'était parce que c'est 2 films très proches en fait. L'un est un film américain, l'autre est un film français. C'est un film d'animation français de science-fiction, Mars Express. On attend. Oui, ok, mais je parlerai de l'autre. On en parlera plus tard. Et je parlerai de l'autre. Et l'autre, du coup, c'est aussi un film de science-fiction, space opéra, mais américain. Pour le coup, gros blockbuster, mais tout petit budget par rapport aux autres blockbusters similaires. C'est de Creator que tu as cité en mention honorable. Ah, oui. Alors, on peut dire que ça manque un peu de contexte sur certains. On peut peut-être pas dire tout petit budget non plus. Non, mais par rapport aux 200, 300 millions des films des blockbusters de cette année, c'est 80 millions pour un space opéra, c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est clair. Mais sûr qu'on n'est Après, pas. Je le mettrais pas dans Space Opera personnellement. Bon, bref, on s'en fout, mais. Mais c'est pas Space C'est Opera. une des plus grosses claques visuelles de l'année, Ouais. mais au niveau du scénario et de la cohérence, il y a des trucs qui vont pas dans ce Moi, film. je trouve que si tu veux, les manques de contextualisation un petit peu dans certains points de l'histoire sont aussi des portes ouvertes à l'imagination. Et tu peux, si tu veux, te poser plein de questions sur l'univers. Et moi, vraiment, c'est le seul film d'ailleurs de cette année que j'ai revu. Ok. Et enfin, vraiment, je sais pas, ça m'ouvre un univers très large. Ça pourrait être un Star Wars, mais sur la planète Terre. Et il y a plein de symbolisme, de symbolique au niveau religieux, au niveau technologique. Ouais, non, mais je trouve que c'est très frustrant. Et avec comme l'histoire film, des guerres parce que aussi. On est à 2-3 détails d'un chef-d'œuvre pour moi, et en fait, le film, par ces quelques Oui, non, mais- détails, se casse un peu Écoute, la gueule. 2-3 détails d'un C'est chef-d'œuvre, vraiment dommage. ça peut être top 10 pour Ouais, moi, mais tu vois. trop frustrant, trop frustrant. Pour et- moi, la fin est trop facile, Voilà. trop universelle. Il a Bon, voulu, écoute, on l'a dit, on l'avait La dit, fin, elle est c'est aussi trop très universelle. La fin, je suis d'accord, il y a une scène qui marche pas, il y en a même 2 Trop qui marchent pas. Mais universelle, trop. Mais Il a écoute- voulu aller trop dans le religieux pour le coup, ce qui, justement. écoute, ce on va dont pas il voulait forcément. se détacher dès le début du film, mais bon, Il y, voilà. a aussi un après, c'est aspect, bémol. il y a aussi un aspect religieux, mais on va pas forcément critiquer les films qu'on n'a pas mis, tu vois. Oui, oui. Bon, voilà, vous l'avez moins aimé, mais bon, pour moi, c'est top 10. Non, mais c'est quand même un très bon film, on a passé un très bon moment. je me Super rappelle. film de science-fiction, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu des comme ça, voilà. Ok. On passe au top 9. Tout à fait. Eh bien, j'ai mis le film dont on a évoqué, Mars Express. Ah, déjà, bon, ça va. Voilà, alors je sais pas si vous l'avez dans vos Moi, tops. je l'ai Non, bon. Alors, Mars Express, donc c'est un film d'animation français. Adulte, hein, c'est pas du tout de l'animation. Adulte, complètement. gamin. Oui, non, c'est très cru, il y a beaucoup de violence. On est dans un futur digital Ouais, mais c'est très marqué avec un univers de robots. mais c'est pour ça que je l'ai mis avec Creator, il y a beaucoup Ouais. d'éléments Ah oui, non, similaires sur les bah, c'est technologies, sur etc. l'IA aussi, ouais, il y a vraiment un délire avec l'IA. Et pour le coup, c'est rare en France de voir des films comme ça. Je veux dire, moi, ça m'a marqué. C'est un des seuls. Voilà, c'est Jérémy Perrin qui est à la réalisation. Avec ce scénariste, c'est le gars qui ont fait Last Man. Voilà, et vraiment, c'est une visuellement une claque absolue. L'animation est incroyable. T'as l'animation, t'as la musique. Les décors sont fous. Enfin, vraiment, l'univers L'intrigue est est tellement intéressante. riche. On a envie que ce soit une saga presque. En fait, on a envie de suivre Léa Drucker. Donc, enfin, c'est pas Léa Drucker, c'est Léa Drucker qui double. D'ailleurs, le doublage la voix, est ouais. réussi. Hein. Donc, qui joue une inspectrice. Enfin, elle enquête. C'est une détective privée. Hein. Détective. Et vraiment, il y a un côté hyper satisfaisant dans ce film avec énormément d'action, énormément de rebondissements aussi. Le scénario, il est quand même bien écrit, même si à la fin, on a beaucoup débattu sur cette fin qui est un peu. Ouverte. Non, mais c'est bien, ouverte c'est bien. et- Moi j'adore. Hein. Enfin, des fois, on disait conventionnel, mais pas forcément. Ah oui, il autant. y a certains aspects, parce que oui, sur les films, sur les technologies, c'est sûr que entre iRobot, les Westworld et tout, il y a d'autres Ouais. trucs qui ont un petit peu fait les mêmes thématiques. Mais, Ouais. mais l'intrigue marche. Hein. Enfin, en tout cas, comment lui le traite, ça a été très peu fait et honnêtement, c'est un pari réussi. Et en France, de voir ce genre de film, je trouve ça hyper audacieux et moi j'en Petit budget, redemande. hein, tout petit budget. Mais vous voyez le film, mais c'est monstrueux visuellement, c'est incroyable, Et c'est d'une beauté absolue et vous allez pas vous ennuyer, l'action est dingue. Et juste, je rajouterai 2 petits points, au-delà de ce que tu as mentionné sur la beauté visuelle de l'animation, le fait que ça t'embarque dans un univers aussi riche comme The Creator, c'est pour ça que je l'ai mis les deux en même temps, mais en moins d'1 heure et demie, ça c'est assez difficile. Ouais, c'est clair. Et le deuxième point qui le distingue de d'autres films de science-fiction de ce genre-là, c'est l'humour décalé. Enfin, vraiment, il y a des moments où vraiment c'est très, très, très comique. C'est Et très pourtant- cru hein, comme film. Et par pourtant, exemple, c'est- l'intrigue de détective privé, de meurtre dans le futur, sur des technologies,
sur des enquêtes en lien avec la technologie, en général, c'est pas là où vous allez rigoler, quoi. Ah Et là, ouais, ça mélange vraiment tout, l'émotion, le rire et l'intrigue, le suspense, et l'ensemble fonctionne très bien. Voilà. À voir vraiment, je pense, en priorité dans les meilleurs films. Enfin, pour moi, un des meilleurs films d'animation cette année. Ah oui, très Enfin, clairement. le meilleur pour moi, d'ailleurs. Juste en animation, je pense pas qu'il soit dans notre liste, mais il y a quand même Spider-Man, vous l'avez pas mis? Oui, c'est vrai qu'on aurait pu mentionner. Qui est excellent, hein, on aurait pu le mettre en Moi- mention honorable, mais moi, c'est un univers qui me touche un peu moins. C'est Oui. pas ce qui m'a le plus marqué cette année, mais il faut Mais l'animation est dingue. Puis c'est un film qui fonctionne avec le premier, c'est-à-dire que c'est une suite directe du premier, donc il y a ça aussi quoi. On peut passer du coup à mon top 9. Donc moi en 9ème position, je pense qu'on va en reparler plus tard, c'est The Fabelmans. Antoine? On va attendre. On va attendre, voilà. Ok, du coup, top 9, excusez-nous. Ah, je suis désolé, hein, je l'ai coupé. Top 9 film turc, Les Herbes Sèches. Aïe, 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 j'ai pas vu. Alors, désolé si j'écorche un peu le nom, de Nuri Bilge Ceylan, je sais pas. Ça a l'air fou, ça. Moi, ça me. Alors, c'est vraiment... Faut rentrer dans la vie de ce village et de ces personnages-là. Il y a 3 personnages principaux. Depuis 3 heures et tout. De plus de ouais. 3 heures, hyper lent, quasiment pas de musique. Autant vous dire que mon voisin de rangée dormait. Mais vraiment, j'ai pris une claque. Visuellement, c'est l'une des plus belles photos de l'année, sans problème. Ok. Et il y a 2 choses. Il y a la mise en scène. Il y a quelques surprises de mise en scène, mais vraiment surprises de mise en scène, qui non seulement, du coup, sont assez inédites, mais en plus enrichissent l'intrigue. Donc ça, bon, je veux vraiment pas trop en dévoiler. Mais en plus, après, c'est l'écriture des personnages, parce que ce sont des personnages où c'est pas des héros. Et c'est des personnages où on en vient à douter de où est-ce qu'on se placerait face à eux, parce qu'ils débattent beaucoup en fait de la vie, de différentes choses. Et on n'est jamais vraiment avec l'un contre l'autre, ou etc. Et ça en fait un monde hyper riche et très très réaliste au final, parce que c'est comme dans la vie, la vraie vie, quoi. On n'est jamais totalement pour, totalement contre une personne. Chaque personne a des bons côtés, des mauvais côtés. Et en plus, c'est au milieu d'une société turque très aride, voilà, en plein paumé dans la pampa, quoi. Ça donne un univers très 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 atypique et très riche. Enfin, vraiment, on n'en ressort pas comme ça. C'est un des films de l'année, voilà. Ok, c'est l'heure du top 8. Ouais, top 8, vas-y. Et bien, je vais citer The Son. Donc, Ah oui, ok. Ouais, je le mets en 8ème position, The Son de Florian Zeller, donc réalisateur français qui a une carrière Dramaturge à la base. voilà, qui à la base a écrit des pièces de théâtre à succès et qui adapte ces pièces de théâtre en film, et il le fait d'une manière magistrale, je trouve. Il est excellent. On avait vu The Phaser, tous les 3 qui étaient hyper bien placés, je crois, dans nos tops, les gars. The Phaser, je sais plus à quelle place vous l'aviez mis. Enfin, moi, je l'avais placé très haut, The Phaser. Deuxième, je crois. Deuxième. Et vraiment, là, avec The Son, on retrouve un Hugh Jackman. Donc voilà, très démonstratif. Forcément, on est sur un bon film avec des acteurs américains. Non, mais le casting joue bien. On surjoue pas, mais on y va, quoi. On lâche les chevaux. Non, on moi, est je sur trouve des émotions peut-être un peu décuplées, mais ça sert au film. Honnêtement, les émotions, elles sont là. Vanessa Kirby joue super mais bien, Laura Dern, pareil. On est dans ce drame américain quand même. On est vraiment là-dedans, et ça peut paraître beaucoup des fois. À la base, c'est une pièce de théâtre aussi, hein. C'est joué, quoi. Il n'y a pas beaucoup de finesse, mais on y va franchement. Et pour le coup. Dans The Phaser, la pièce de théâtre est exceptionnelle. Dans The Son, la pièce de théâtre, le choix des comédiens, c'était Yvan Attal et je sais plus le jeune. C'est un autre sujet après la pièce de théâtre. Ça a marché moins bien, je trouve, alors que là, il a réussi avec le film à en faire quelque chose de plus grand. Alors que The Phaser était déjà très bon. Là, la pièce de théâtre et avec les interprétations, après c'est juste une question d'interprétation. Mais là, pour moi, il a très bien choisi ses comédiens. Enfin, Vanessa Kirby est exceptionnelle. Elle occupe un rôle hyper important dans le film. Anthony Hopkins, qui était l'acteur numéro 1 dans The Phaser, a une apparition dans The Son qui est absolument géniale. Ah, la scène est forte, géniale. Cette confrontation entre un père et un fils. Il y a plein de sujets dans ce film. C'est certes un film qui parle beaucoup de dépression et qui traite ça. C'est quand même très cru. Et ça fout un coup. On sort pas indemne du film, je trouve. Mais un film à retenir cette année sur la relation père-fils. Vraiment, je conseille vivement. Un drame qui fonctionne très bien et une belle fin. Donc ça, c'était ton top 8. C'était le top 8. Fin, je sais pas si c'est une belle fin, mais... Enfin, une fin qui fonctionne, quoi. Enfin, qui marche. Qui marche. Un peu dessus, oui, belle fin, c'est vrai. Moi, en 8ème position, j'ai Banel et Adama. Le film sénégalais de Ramata Toulaïssi. Que j'ai pas vu. Qui est un film auquel je m'attendais à rien. Enfin, il y avait quand même un côté fantastique dans la bande, qui était assez
assez hypnotisant qui me tentait énormément. Et le film développe justement tout un univers un peu fantastique, un peu ensorcelant justement autour de la figure de cette personnage principale qui est assez fascinante, qui joue extrêmement bien en plus. Et le film du coup va jouer entre cette question-là un peu de la sorcellerie, du mythe en fait un peu africain aussi qui revient, et la religion, donc ces deux thèmes-là qui vont se confronter, pour au final ressortir une question importante du féminisme africain, avec ce personnage principal et cette indépendance qui est recherchée vis-à-vis du village, de cette construction finalement coloniale que représente le village et toutes les croyances qui en découlent, et justement cette opposition aux croyances du passé au final à laquelle le personnage principal ne se retrouve pas. Et c'est vraiment un film de comédien qui est assez époustouflant. Donc voilà, moi je voulais vraiment le mettre en avant. Un film qui a marqué l'année. J'aurais voulu le mettre plus haut dans mon classement, mais il est déjà pas mal, et je voulais vraiment souligner. Et puis la réalisation, Ramata Toulaïsi développe une réalisation formidable qui se raccroche pas trop au clip, qui est aussi dans un univers cinématographique hyper ancré, et tout le film comme ça est hyper juste sur sa réalisation. Voilà. Yes. Bah écoutez, mon top 8. Seul film de mon top qui est un film de streaming. Attention, oui, je sais, c'est une hérésie. C'est Tetris. Je pense que vous y attendez pas trop. Mais. Pardon. C'est un jeu vidéo, hein. Oui. On fait pas les... Alors, il y a un film Tetris. Taron Egerton, là. Ouais, avec Taron Egerton. Alors, à la base, c'est un film historique sur comment ils ont récupéré les droits de vente à l'international. Mais c'est pas du. Enfin, ça joue le truc totalement décalé. C'est très, très, très comique. Mais en même temps, c'est réaliste et ça montre bien l'opposition de société entre l'URSS et l'Amérique. Et aussi le Japon avec Nintendo, etc. Et donc déjà, c'est un film multilingue et il y a surtout une mise en scène qui joue sur ce côté décalé et et avec la musique et les images, vont jouer sur une sorte de... Le jeu intervient dans la mise en scène. Je vous dis pas trop comment, mais au lieu d'être une adaptation d'un jeu vidéo, le jeu intervient juste dans la mise en scène. Et c'est vraiment, c'est un super film. On rigole beaucoup. Et il y a des très bons parallèles, juste pour vous en citer un. Voilà, ils font des parallèles entre, d'un côté, la sortie de la Game Boy aux États-Unis et le mur de Berlin qui s'écroule la même semaine, quoi. Donc, bon, c'est un film politique, historique, et en même temps, c'est une adaptation de jeu vidéo comique. Ok. C'est surprenant. Non, mais surprenant, mais pourquoi pas. Tu sais quoi, pourquoi pas. Je regarderai certainement. En 7ème position, et je pense qu'on va en parler un peu plus tard, ça doit être bien plus haut pour vous, j'ai mis Oppenheimer de Christopher Nolan. Ouais, vas-y, sors de là. On va attendre. Ça divise. En 7ème position. Mais bien sûr, mais c'est un film qui divise. Ouais. Attends, tout le monde l'a Non, mais pas c'est bon. apprécié. Bon, je reviens. Je pense que si, que je vais revenir. Moi, j'ai Killers of the Flower Moon. Ouais, mais pars. Voilà. On part tous les deux. Bon, donc après Tetris, mon 7ème, c'est un film espagnol, À Contretemps. Ah oui, Premier d'accord. film de Juan Diego Botto. C'est avec Penélope Cruz. Ouais. Et je me souviens plus du nom de l'autre acteur principal, désolé. Mais c'est vraiment une sorte de... Bah, c'est Del Toro, hein. entre du Ken Loach et du Asghar Farhadi, si vous voulez, en termes de film social à suspense. Et c'est vraiment une course contre la montre. Il y a une unité de temps et de lieu. Le film se passe en une seule journée et vous ressentez la course contre la montre vraiment dans tout votre corps. Et en plus, c'est vraiment un pur film social qui s'attaque à une question qui a posé pas mal de problèmes en Espagne sur le problème des logements et le fait de dégager les gens, voilà, La gentrification. à Madrid. Non. C'est pas tu remplaces des populations. Non, ils amenaient les flics, si tu veux, pour sortir les personnes. Ah oui, parce d'accord, qu'ils avaient ils les plus- gèrent au moment de la tel, crise économique à Madrid. Bâtiment 5. Oui, bâtiment 5, c'est ça, ouais. Joyeux Noël. Hein. Donc non. L'aspect suspense, l'aspect course contre la montre, l'aspect suspense, l'aspect social, l'aspect émotion, les acteurs jouent super bien. Moi, la fin du film m'a bouleversé vraiment. J'étais à deux doigts de lâcher une larme, quoi. Donc pour moi, ça c'était sans problème dans le top 10. Et même c'est un peu un crève-cœur de ne pas le mettre dans le top 5. Donc voilà. Ok, bon, c'est allé vite. On va passer au au top 6. Moi j'ai mis Je verrai toujours Au visage. Ok. de Jeannery. On va en parler juste un peu après. Ok. Il est pas dans le top. Ok. Quelle hérésie. Ah ouais. Je sais, mais il y avait un chouette film. Oui, pas besoin de te justifier. Hein.
Eh bien, attendons. Moi, en 6ème position, j'ai le procès Goldman. Je sais pas s'il est dans votre top. Non. Ouais, je l'avais cité en mention honorable, mais on peut y aller, vas-y. Pour moi, qui est un film de procès extrêmement bien réussi. Je sais que vous avez eu du mal avec la scène d'introduction, enfin, on en avait parlé rapidement. Oui, non, mais c'est un petit bémol. Pour moi, c'est un film qui est extrêmement bien écrit, qui n'est pas récité, justement, ce qui est très très dur pour un film de procès, d'avoir cette sorte de spontanéité dans un film. Et c'est un film qui soulève en fait énormément de problèmes actuels, qui montre comment la justice finalement et la police, comment la police on est arrivé là finalement à ce système un peu racial qui est encore là aujourd'hui. Et ça soulève justement toutes ces questions sur la présomption d'innocence, sur le jugement, même la question du témoin qui est cruciale au sein du film. Qu'est-ce qu'un témoin, qu'est-ce qu'un regard, après, au-delà de ça, il y a hyper intéressants. Il y a une mise en scène très très bonne parce qu'on est quasiment uniquement dans une pièce. C'est un huis clos, un film de procès quoi, qui... Ouais, des dialogues de fous furieux. Hein. Des dialogues excellents. Il y a ce côté vraiment pas récité. On est là, on vit le procès. Ouais, des comédiens fascinants. Arthur Harry qui signe une année exceptionnelle et qui en comédien est d'autant plus exceptionnel dans le film. Mais c'est surtout celui qui joue Pierre Goldman oui, aussi, moi que je connais pas. Son nom, non, que j'avais pas vu non plus. Mais il joue Rien à perdre avec Virginie Efira aussi. D'accord, non mais monstrueux, trop fort ce gars. Ouais, c'est un film fascinant. Mais la mise en scène, Harry Voltalter. Ouais, la scène où on lui demande de mimer ce qui s'est passé, et un coup il pointe le juge, un coup il pointe le flic, il pointe la justice et il pointe la police. C'est plein de symboles. La mise en scène est top, vraiment superbe mise en scène. Un film qui remet aussi en question la place qu'occupe la communauté juive aussi en France, aussi les gens qui viennent des dom-tom. Il y a aussi vraiment une question raciale qui est soulevée dans le film. Sans mettre les gros souliers, c'est assez subtil. Et la fin fonctionne bien. La fin fonctionne très bien. La fin fonctionne très bien. Surtout en plus, partant d'un fait réel, je trouve ça assez fort. Parce que dans ce genre de film, la fin, ça peut être un peu bancal, quoi. Ça peut tomber un peu à plat. Et là, non. C'est Kahn qui réalise un très très beau film, et c'est pour ça qu'il occupe du coup cette 6ème place. Du coup, on passe au mien là. J'ai l'impression que je parle tout le temps là. Ça va très vite parce qu'on repousse certains films. Très bien, là, on est ton top 6. Top 6, nouveau film japonais, La famille Asada. Alors, non mais c'est bon, je sais que t'aimes pas. Oui, c'était cette année, c'était en février. Donc bon, alors laissez-moi en parler s'il vous plaît. La famille Asada, c'est vraiment un mélange d'émotions. Tout d'abord, c'est l'une des meilleures fins de film de l'année, même de plusieurs années. La fin est jolie. C'est pas grave, mais non, mais laisse-moi en parler. La fin est mémorable. À quoi il joue, Sacha? Oh là là. Quand c'est moi qui parle, je peux pas me concentrer. Hein. Donc, c'est vraiment c'est un film sur donc cette famille qui s'appelle Asada. Et le dernier, l'enfant qui sait pas trop ce qu'il veut faire dans la vie, qui veut être photographe, mais bon, il fait des photos de sa famille. Et il y a toute une partie comique sur ça, avec la mise en scène de sa famille. Il y a toute une partie émotionnelle aussi, émouvante, avec le drame de Fukushima, etc. Et les photographies des autres familles et la rencontre avec en fait la société japonaise. Et la fin mélange totalement ces deux émotions, mais alors d'une manière magistrale. C'est quoi déjà? Mais bon, je spoilerai rien du tout, mais voilà. Un film où on s'attend pas à grand chose, on sait pas trop où ça va. Et j'aime bien les films qui nous embarquent comme ça et qui finissent par une claque, donc vraiment... Après, non, si, je me rappelle avoir rigolé et tout, c'était... Ouais, on dirait que c'est une petite comédie TF1 dans ce que tu dis, quoi. Non, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai très vite oublié le film, mais par contre, je me rappelle avoir passé quand même un bon moment, avoir rigolé et avoir trouvé l'histoire assez touchante, mais... Voilà, ça m'a pas marqué. Moi c'est comme pour le... Exactement, je t'attends au quart de tour, Raphaël, hein, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, toi aussi, Sacha, vous allez m'exploser sur un film que j'ai mis dans le top 10. Donc, on en parlera plus tard. Mais pas besoin de critiquer. Chacun a son petit bonus là, mais je suis prêt, les gars. Pas besoin de critiquer les placements des autres. Hein. Moi, c'est même difficile de pas le mettre dans le top 5 pour moi. Je crois que tu vas le dire maintenant. Ah, c'est à moi? Vas-y. En top 5? Non, vas-y. Mais bon, tais-toi, Sacha. Fabelman en combien de position? En 8ème position. Eh bien écoute, chez moi il est 5ème The Fabelman. Ok, bah vas-y, moi je l'ai carrément pas mis. Tu l'as pas mis? Non. Oh là là, mais ce film est incroyable. Quel film de la mise en scène est superbe. Ah, Spielberg nous pond une merveille de cinéma. Voilà, c'est un un très film bon sur le cinéma, un hommage au cinéma. Un film assez autobiographique, je crois qu'il... Ouais, c'est un film personnel, c'est sur lui, sur ce qu'il a traversé, sur ce qui a construit sa filmographie. Exactement. C'est assez fascinant. On a des références de partout, et c'est un bonheur, déjà parce que
au-delà du fait que... Bon, le film, il dure bien 2h30, je crois, mais... Il y a 2h15, 2h20, je on crois. pourrait le découper en plusieurs chapitres. En tout cas, c'est sur l'évolution aussi d'un homme. Hein, oui, c'est ça. Et plus précisément, moi, ce que j'ai aimé dans le film, c'est la construction avec sa mère. Ah oui. Mais même avec son père. Qui révèle une pudeur. Oui, mais la relation paternelle, elle est là. Bah, il y a un enjeu par rapport au père et à la mère. Enfin, c'est ça, mais vraiment cette relation avec la mère, ce regard qu'il a sur sa mère, ce mensonge qu'il partage aussi au début, c'est assez fort. J'ai plus le nom. Voilà, Michelle Williams. Oui, Michelle Williams, magnifique et éblouissante, un jeu remarquable. C'est surtout cette construction, même dans la société américaine, sur le... C'est elle qui joue dans Showing Up cette année, je crois. Elle a fait des rôles très, très différents. Hein. Oui, c'est elle. J'ai d'ailleurs Showing Up que je n'ai pas vu. Il y a David Lynch, je crois que c'est David Lynch. Hein. David Lynch à la fin, oui. Ouais, non, mais c'est énorme. C'est un film d'amour sur le cinéma. En fait. Comment on fabrique des films avec peu de moyens, voilà, c'est aussi avec sa bande de potes. Moi j'ai des souvenirs comme ça, du film où ils font un espèce de western et tout. Ils ont fascinant cette séquence. Ils ont trois sous pour le faire et c'est génial quoi parce qu'ils sont inventifs. Tout, ouais. Comment tu te débrouilles, en fait ça te donne envie mais c'est un film de participer. En fait même t'es bien dans cette atmosphère là. Je trouve que il y a un truc où on prend soin du spectateur quoi. On est bien avec eux, on est bien. Enfin, toute la péripétie nous emporte complètement. Ouais. Il y a des très belles images symboliques, évidemment, la main, l'image projetée dans la main, bon, ça c'est... Même des personnages secondaires intéressants, notamment Seth Rogen, qui est hyper intéressant dans le film, qu'on voit comme une figure finalement qui vient remplacer le père et qui est hyper protecteur. C'est hyper fort. Le film est assez chelou sur certains aspects. Oui. Cette famille, elle est pas toute blanche. Il y a des trucs un peu bizarres. En tout cas, elle fonctionne et elle nous emporte complètement. Cette scène où ils sont en vacances là, autour du feu de camp, magnifique. C'est un film en fait, c'est ça qui vient avec plein de séquences magnifiques comme ça, sublimées. Puis le petit train en elle-même. Qui filme le petit train, la maquette. C'est du Spielberg quoi. Ça, c'est la naissance d'un réalisateur. On salue ça. Moi, juste pourquoi je l'ai pas mis, c'est je trouve la mise en scène vraiment top, excellente, mais il m'a moins marqué que les autres qui sont dans mon top 10, c'est tout. Non, mais t'as pas d'excuses. Oh là, je me fais victimiser quoi. Non, mais t'inquiète pas, il y a celui à côté de moi. Voilà, moi c'est après, j'arrive après. Moi je prends cher après. C'est à toi, Sacha. À toi, ouais. Ça va ? On est au top 5, c'est ça ? Donc on entre parmi dans le vif du sujet. Moi, en top 5, j'ai Le Garçon et le Rond, qui n'est pas dans votre classement et non, il en est même assez loin. Je m'irrite d'ailleurs de cette action honteuse, je dirais maintenant, parce que... Je vois qu'il y a Miyazaki, il faut le mettre top 1. Non, tout n'est pas exceptionnel. Non, mais c'est pas parce que... Vas-y. Non, c'est un film qui est pour moi la quintessence, je dirais, de tout son cinéma. C'est un film qui vient réunir en fait toute son obsession, toutes ces obsessions qu'on a vues dans tous ces films, et qui vient au sein d'un personnage principal, un petit garçon, en fait se greffer. Parce que ce garçon-là, en fait, c'est Miyazaki lui-même, qui vient mettre aussi toutes ses peurs, toutes ses interrogations, ses questions. On a vraiment tous ces films qui se rejoignent. On a une scène d'introduction qui est fascinante, qui est une des plus belles scènes d'introduction de l'année, pour moi. Cet incendie-là et ce garçon qui court pour aller sauver sa mère, qui meurt dès le début du film, en fait. C'est fascinant. On a ce petit garçon en fait, qui va essayer de se reconstruire pendant tout le long du film, en essayant de fuir la réalité, et qui va rencontrer justement un monde où il va rencontrer aussi un créateur. Et ce créateur-là, cette personne âgée, qui est aussi une personnification en fait, de Miyazaki, qui cherche une sorte de successeur, ou alors une façon de donner son univers aux nouvelles générations. Et c'est fascinant en fait, cette question de la construction dans la destruction. Je suis d'accord avec toi sur la première partie, où on n'est pas encore dans ce monde imaginaire, où on pose les bases un peu du film et le contexte. Fantastique. Mais j'adore cette partie, mais la partie où on rentre justement dans ce monde et toutes ces richesses, dans le merveilleux, il y a quelque chose qui m'a un peu perdu, où ça n'a pas été pour moi le monde le plus convaincant qu'il est à nous raconter. C'est un monde qui est justement extrêmement bien réalisé, extrêmement bien dessiné. C'est que c'est un monde extrêmement ambigu. On a cette beauté, ces grands espaces, quelque chose d'assez finalement qu'on peut pas nommer, qu'on peut pas toucher, quelque chose d'impalpable, comme ça, qui est immense. Et au final, on a des trucs extrêmement mignons. On a ces petits poussins qui sont très mignons, mais qu'on comprend aussi extrêmement dangereux. Et dans ce côté mignon, on a des choses extrêmement violentes qui arrivent. On a ce héron là qui saigne, qui agonise, qui crache du sang. Enfin, il y a des choses extrêmement violentes. Et pour moi, c'est ça, c'est cette beauté là de l'enfance et de la personne âgée. Enfin, finalement, c'est deux mondes qui se rencontrent.
création et destruction, ce cycle-là qui est fascinant. Oui, non, mais c'est sûr il y a plein de nuances. On te montre l'aspect métaphorique marche très bien. Ce qui est joli et tout n'est pas que bon. Il y a la méchanceté dessous. Tout n'est pas blanc ou noir en fait. Et puis il y a une métaphore de la guerre, bon, de plein de choses et même de l'enfance. Mais pour moi, il m'a vraiment moins marqué que d'autres. Et donc bon, pour moi, il n'était pas du tout dans le top 10. Mais ça veut pas dire que c'était un mauvais film. L'animation est très bien faite. Et on est quand même emporté dans un monde, mais peut-être moins qu'avant, quoi. Voilà. C'était ton top combien ça? 5? 5. Du coup, on passe à mon top 5 là? Ouais. Mais on va discuter avec Antoine, hein. Sacha, tu peux aller faire une pause puisque j'ai mis Je verrai vos visages, toujours au visage. Bah écoute, on a une place d'écart. Hein. Oui, ça va. Que dire de ce film de Jeannery qui, après Pupille, nous pond aussi un super portrait. Mais encore une fois, sur un sujet. Hein, c'est un plus sujet de société hyper marquant. La justice restaurative. Exactement. Mais on engage un dialogue entre victime et accusé, coupable. Et ben, dialogue, c'est le terme. Hein, c'est un film très, très, très écrit. Ouais, mais... Mais ça marche bien, quoi. C'est écrit à la perfection, on s'emmerde pas, et il n'y a pas de temps mort, en fait. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a quasiment pas de musique, hein, sauf à la fin. Et, vrai. Et je sais pas, moi, à la fin, je suis resté dans mon siège et j'avais presque la chair de poule. Enfin, c'est quand même... La fin a beau être un peu conventionnelle, ça marche très bien et c'est hyper fort. L'ensemble du casting, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a une belle brochette d'acteurs. Hein. Même certains qui ont une toute petite apparition à l'image de... Mais ça marche très bien. Raphaël Quenard, mais on ne citera pas non plus ce qui se passe autour de lui. Et je crois que Adèle Exarchopoulos, mais il y a quelque chose de très intéressant. Je crois que tu allais dire à Raphaël Quenard qu'on ne citera pas, super. Ouais, non mais... Mais après, tu as Adèle Exarchopoulos, c'est vrai qu'il y a un peu l'histoire un peu divisée en deux, avec son histoire à elle et l'histoire des détenus qui discutent avec les victimes. Oui. Mais les deux s'entrechoquent il y a plusieurs, très bien. C'est le montage des est très parallèles bon. qui fonctionnent très bien. On fait un peu des allers-retours entre ces deux petites péripéties. Mais en tout cas, les dialogues qu'on a dans ce film sont juste énormes, quoi. C'est à la fois fin et tranchant. C'est hyper fort, quoi. On a des... La scène d'intro. On essaie de se dire, mais de toute façon, ils vont finir par s'entendre, ils vont finir par... ça va marcher ce truc de les victimes et les coupables qui parlent ensemble. Ça va finir par aboutir à quelque chose de Et au final, c'est même pas que ça aboutit ou ça aboutit pas, ouais, c'est vraiment... c'est pas ça, en fait. Le sujet est déplacé, quoi. C'est pas du tout ça. Et tu te souviens de la scène d'intro? Tu sais, on croit que c'est victime et accusé, enfin victime et détenu qui discutent, et en fait c'est la répétition. Exactement, ouais. Et t'es dedans, direct, tu prends un premier coup, une première claque au bout de 2 minutes, quoi, et tu te dis, ouf, ok, ça nous embarque pour direct, ça annonce le ton du film, quoi. Parce qu'il y a les médiateurs qui sont absolument... parce que ces dialogues sont évidemment bien sécurisés, travaillés et bien dirigés, et vraiment... C'est absolument formidable, un film à voir très marquant aussi sur le milieu carcéral, ça te donne aussi une ambiance de la prison différente de certains films. Je trouve qu'il y a vraiment ce truc de... On a vu des prisons toutes crasseuses, poisseuses, genre Un Prophète, c'était chaud, tu vois, le film de Audiard. Mais c'est un peu comme dans le film... On est dans le milieu carcéral, mais il y a quelque chose de... On est plus proche du film, tu sais, avec Cadmerade qui fait du théâtre, non, j'ai oublié le titre. Mais moins fort. Ouais, moins fort. Vraiment, voilà. Marqué par les dialogues surtout, et puis une réalisatrice qui mine de rien, s'impose fort. Avec scénariste, honnêtement. La fille de Vincent Clerc, je crois. Le scénario est très très travaillé et très bien fait. Top 4 ? Top 4. J'ai mis, attention, Le règne animal de Thomas Caillet. Ok, mais tu le sais qu'on a moins aimé que toi, donc vas-y. C'est une merveille. Vous êtes passé complètement à côté de la partie, messieurs. Voilà, vous avez raté le rendez-vous. Mais je peux comprendre vos arguments. Enfin, quoique, non, je suis pas d'accord avec vos arguments en fait. Mais j'entends. Non, mais n'axe pas ton truc sur nos arguments. Non, oui, parce que t'as aimé dans le film. On a longtemps parlé, mais ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que c'est un pur film de genre. Français, et c'est le genre de film qu'on voit peu en France. Alors c'est un film qui est porté par Romain Duris et Paul Kircher. Adèle Exarchopoulos encore. Il n'y avait aucun rôle dans le film, par exemple. Et bien justement, j'allais dire, elle, c'est le seul bémol, c'est qu'elle sert pas rien à grand chose. Je sais pas pourquoi elle est là, je sais pas pourquoi il y a des scènes qui ont été coupées. Non, mais elle est juste parce qu'il fallait peut-être aussi rajouter un personnage féminin qui n'était inexistant dans le film. C'est que des hommes. Et au niveau de la production, peut-être qu'ils se sont dit qu'il y a un petit souci.
l'histoire d'un père et d'un fils, certes la mère elle est atteinte, enfin, il y a un problème, enfin, de toute façon pour redresser un peu le portrait et le contexte, on est sur un, mais l'univers est intéressant. sur un univers où les hommes et les femmes se transforment en animaux et pour le coup on va suivre un Romain Duris et un Paul Kircher qui recherchent la mère qui est partie, qui a fui, Qui s'est métamorphosé. qui s'est métamorphosée et donc on filme d'ailleurs dans les Landes, je crois, et en Dordogne aussi. Donc il y a un côté jungle un petit peu Local. local, c'est ça, mais qui fonctionne super bien en fait. Je m'attendais pas à retrouver des ambiances comme ça avec des décors de paysages français. Et en fait, c'est un film hyper organique, quoi, où la nature est archi présente, où la musique aussi, moi, m'a complètement porté tout le long. Il y a de belles scènes. Il y a de très belles scènes. On sent vraiment, c'est hyper organique comme musique. On a des respirations, des percussions, on a quelque chose de très puissant. Des bruits de chips aussi. Des bruits de chips aussi, ouais. Le téléphérique. Et non, moi, au-delà du fait que vous n'avez pas été conquis par le jeu d'acteur de Paul Kircher, ça nous a moi j'ai été conquis par son jeu et je pense d'ailleurs qu'il que... aura le César du meilleur espoir masculin. Oui. Et peut-être. Un film à ne pas manquer, je le conseille vivement, un film de genre français comme on a peu l'habitude de voir. Il est intéressant et la fin fonctionne bien, ça je suis d'accord. Mais moi, en tout cas, la relation père-fils, moi, m'a totalement touché et il y a une super scène de fin, je trouve la fin juste exceptionnelle. Elle fonctionne bien la fin, ouais. Hyper belle. Film très fort. Ok. Top 4 du coup, Mister Garcia. En fait, j'avais pas vu, mais dans mon top, j'avais déjà décoché à la règle. J'ai deux ex-aequo en 4ème position. Tu m'enlèves ça. Ouais, top 12 en fait. Attends, non, mais je me suis trompé, excusez-moi. J'avais. Bon, j'ai tout avancé d'un numéro. Ouais, bon, vas-y. J'ai Tar, du coup en 4ème position. Ouais, et l'enlèvement. Ok, tu parles pas de l'enlèvement. On parle pas de l'enlèvement. On parle de Tar. Tar, du coup, il est pas dans ton classement. Je l'ai mis en mention honorable. Antoine, il est pas dans ton classement non plus. Mention honorable Tar. Ah oui, d'accord. Non, pour moi, Tar, qui est un des films de l'année, marquant. C'était mon top 1 du début d'année, mais ça. Pour moi, qui est un film assez puissant, qui nous rappelle un peu le cinéma d'Abhishek Pang Vera Zeta Cool. Cette plongée finalement dans un univers qui tend aussi vers le fantastique, vers la question du mystère, de quelle place occupe quel personnage. Après, c'est un scénario intéressant. Un scénario intéressant qui est là, qui mélange, comment dire, il y a plein de... saupoudré pendant tout le film, il y a plein de petits éléments qui vont te questionner. C'est ça, il y a vraiment sur le personnage et sur le film en lui-même, quoi. Une remise en question de son personnage principal qui finalement il y a cette question manichéenne qui revient et qui au final est balayée tout le temps parce que est-ce que c'est ce qu'on cherche? Et elle pose cette question tout le temps. Il y a les apparitions de la personnage là. Complètement, c'est ça. Il y a vraiment le film est extrêmement bien construit. Même la question de la musique, de l'orchestre, du chef, du compositeur est présente. C'est pas juste une petite échelle pour servir un autre propos, c'est vraiment aussi le cœur du film. C'est l'un des scénarios les plus travaillés de l'année. Pour moi, complètement. C'est vraiment un film qui est pensé pour son actrice principale aussi. Après, elle est incroyable, Kate Blanchett. Et Kate Blanchett, pour moi, livre Kate Blanchett dans ce film. Performance incroyable. C'est incroyable, cette actrice. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a une carrière incroyable. J'adore sa carrière. C'est un film qui nous déstabilise, qui pose la question du vrai, du fond, on ne sait pas qui croire. Il y a aussi des bruits qui... en fait, elle est réveillée la nuit. En fait, elle est dérangée. Cette personne est dérangée. Elle est gênée par des bruits qu'elle entend. Elle se réveille la nuit. Et il y a un plan glaçant, horrible, terrifiant, où dans un mouvement de caméra, on voit deux personnes dans le décor qui la regardent en train de dormir. Et c'est des personnes que... Voilà, le film, voit une ombre... il n'est pas rentre-dedans sur les effets horrifiques et inquiétants. Au contraire, c'est plutôt fin et on comprend juste par des mouvements de caméra, des bruits et des regards. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et des caisses pour te montrer que ça va pas. Et c'est pour ça que ça me rappelle le cinéma de Vera Zeta Cool qui est... mais tu vas nous laisser avec lui là, c'est bon. Je vous le dis parce que c'est un des plus grands cinéastes... Non, mais en tout cas, Tar est cool. Mais moi, ce qui m'a juste gêné dans le film, c'est j'ai trouvé quand même les longueurs sont... Il y a des longueurs. Oui, mais ça sert le film. Ça sert le film dans cette montée, finalement, ça rame un peu vers un moment, la folie, vers ce craquage là qui va
qui va la dévorer. C'est tout sauf un film. Enfin, c'est pas un film sur la descente aux enfers d'une femme, pour moi. C'est pas ça qu'on raconte dans le film. C'est pas elle tombe. C'est pas une personne qui tombe dans le film. C'est une personne qui a énormément de pouvoir et qui d'un coup va. Mais il y a justement cette double lecture. Parce qu'on la voit tomber, on se dit oui, mais en fait c'est un monstre. Et en même temps, non, c'est pas un monstre. Elle est aussi victime d'une sorte de machination qui vient aussi la détruire, mais qui n'est pas non plus une machination innocente. C'est-à-dire elle développe aussi une sorte de personnage tyrannique, et c'est ça qui est hyper juste. C'est un scénario très riche, parce que même quand elle a un côté un peu affreux, où on se dit un peu monstrueux, le personnage, ou dans ce qu'il va dire, dans les dialogues et tout, se justifie un peu, et on est toujours partagé sur ce personnage de Lydia Tarr. Et il y a même plein de jeux, hein, au-delà des personnages qui apparaissent un peu dans ses visions. Il y a aussi des anagrammes sur Tarr. Est-ce que c'est le rat, donc la balance, parce qu'elle dit parce qu'elle balance ses ex-assistantes, ou est-ce que c'est l'art, tout simplement? Genre, est-ce que c'est pas tout simplement une métaphore du domaine artistique ou de l'art en lui-même? Et en vrai, c'est un film où on en ressort avec plein de questions. C'est l'un des films qui nous a fait le plus débattre. Par contre, moi, je l'avais mis que en mention honorable, parce que voilà, c'est un peu difficile à la mémoire, genre quelques mois après. C'est un peu difficile de se dire ah oui, j'avais kiffé ce film, je le reverrai bien. Moi, il y a des scènes qui m'ont marqué et qui sont encore marquantes. Hein. Il y a des scènes fascinantes. Oui, je dis pas le contraire, mais bon, c'est pour moi, il marque. C'est pas comme si, tu vois, on l'avait pas mis, on l'a tous les trois quand même, c'est un... Non, oui, puis vous l'avez vu en début d'année. On l'a vu en janvier, ouais. Oui, non, je l'ai vu il y a pas longtemps. Et non, très très bon film. Yes. On passe au top... Non, c'est à toi. Moi, j'ai pas donné mon top 4. Hein. Ah mais vas-y. C'est un petit film indépendant américain qui s'appelle en français juste Sabotage, et en anglais c'est How to Bomb a Pipeline. En fait, How to Bomb a Pipeline, c'est le titre du livre de Andreas Malm. C'est le gars qui a fait un peu le manifeste des soulèvements de la Terre là. Et donc il reprend ce titre, il reprend en fait les idées de ce bouquin-là, le réalisateur, Daniel Goldhaber, et scénariste et réalisateur. Et sauf que c'est pas du tout une intrigue, un livre avec une intrigue, une fiction, etc. Hein, c'est un essai quoi. Et il en fait une intrigue qui va mettre en place ces idées-là, cette idéologie-là, mais sans l'imposer. C'est-à-dire que le spectateur peut pendant tout le film se poser les questions si c'est juste ou si c'est pas juste, si c'est bien ou si c'est pas bien, quelles en seront les conséquences. Et au-delà de l'aspect idéologique et politique, la construction du film, c'est un peu un Ocean's 11 sur les questions du réchauffement climatique et de l'activisme, le militantisme, voilà, ce que M. Darmanin appellerait l'écoterrorisme, hein, voilà. Enfin bon. Et donc sur jusqu'où on peut aller dans le militantisme et dans les actions pour une cause. Et le film ne répond jamais, mais il place par-dessus cette question-là une structure à la Ocean's 11 avec un suspense et une intrigue faite de flashbacks où chaque personnage, on a les points de vue de chaque personnage qui à la fin construit le point de vue global et nous dit comment le film se termine et pourquoi il a commencé. Parce qu'en fait on démarre pas au début, on démarre pas à la fin. Et donc c'est à la fois un film hyper intéressant sur le fond, hyper intéressant sur la forme et sur sa structure, et avec une musique prenante et des acteurs, tous des jeunes acteurs qui jouent super bien. Donc, voilà. Ok. Bah tu m'as donné envie de le voir, j'irai le voir en tout cas. Yes. Je sais pas s'il repassera en salle, je pense. Moi je l'avais vu à Pessac, mais je sais pas. Top 3. Top 3. Alors j'ai Anatomie d'une chute de Justine Triet. Est-ce qu'on va attendre ou pas? Oui. On va attendre. Ok. Ton top 3, Sacha? Ou t'es encore ex aequo là? Non, c'est bon, je me calme. Il y a tellement de films, c'est compliqué. Moi j'ai Babylone en tome 3. On va attendre. Bon, encore une fois, je repars. Il va y avoir 8 films à la fin, qu'est-ce qui se passe? Je reparle. C'est pas possible. Non, ça va aller. Et à mon avis, on va encore attendre, puisque mon top 3 c'est Oppenheimer. Oui. Oh non. Top 2 Antoine? Allez, ça. Bon, le top 3 il était rapide, hein? Top 2. Killer of the Flower Moon. Est-ce que on attend ou pas? Moi je l'ai pas mis dans le top. Tu l'as même pas cité? Non. Même pas en mention honorable. Je dirais un truc et après je te laisse parler. Je trouve la réalisation incroyable. Les acteurs pareil, la reconstitution, tout ça vraiment parfait. Juste, ça met un petit peu de temps à mettre en place les enjeux. Et donc pour moi, c'est aux portes. Si tu veux voir mon classement, il est juste là. Il est à une place. Il a une place des mentions honorables. Moi, le bémol du film, après, on peut. Il faut évidemment que je creuse. Faut que je creuse, mais pour moi, le seul bémol du film, malheureusement, c'est DiCaprio.
Malheureusement, je suis désolé, mais pour moi, Non, parce c'est le surjeu que développe. Il a fait le pari de changer. Oui, mais il est en surjeu. Il est en surjeu. On a un point de vue au sage. Oui. Indien et donc mais au final, oui, on a un point de vue de DiCaprio, pas au sage. Ça aurait été plus intéressant d'aller vraiment vers elle. Ce qu'il fait à un certain moment du film, vers la deuxième partie. Mais pour moi, j'ai trouvé DiCaprio bon à certains moments, mais dans un surjeu à certains moments. Non. Et c'est compliqué de pétage de câble. Oui, mais c'est compliqué de suivre un teubé quand même, parce que c'est un teubé, hein, faut le dire. Il est con, et c'est ça qui est génial. Moi, j'ai jamais oui, vu mais c'est jouer un con. Mais heureusement qu'il y a l'actrice principale qui après prend le relais. Parce que sans elle, le film, pour moi, s'écroule. Déjà, on met le contexte. Attends, c'est abusé. Il dit ça alors qu'il est mis en top 5. Oui, non, mais parce que c'est un grand film. Mais je mets en avant les points négatifs aussi, qu'il ne faut pas qu'il dépasse la 7ème position. Laisse Antoine parler, parce qu'il y a quand même plein de points positifs sur ce film. On va quand même en dire du bien, parce que c'est un sacré bon film de Papier Scorsese, qui quand même, ce monsieur, nous pond toujours de grands films, des films très longs. Moi, The Irishman, j'avais pas aimé, tu vois, son Irishman. Et il revient avec ce film où on est dans les années 20, États-Unis. Les Osages, donc des Indiens, ont récupéré un tas de fric parce que ils ont vendu leurs terres pleines de pétrole. Donc ce sont des familles très riches qui se sont un peu fondues dans la société américaine. Cependant, ils vont se faire piller de par des mariages. En fait, les femmes vont se retrouver veuves ou sont bonnes à marier, et c'est des ricains qui vont tout faire pour se marier avec elles, pour récupérer la thune au final. Oui, ils sont sous le joug des banques aussi blanches américaines. Qui se sont fait prendre au piège par la société américaine et le capitalisme, en fait, tout simplement. Oui, le racisme en fait institutionnel américain, quoi. Et donc, on a un DiCaprio qui va... mais pour le coup, on y croit, cette histoire d'amour entre les deux. Si, on y croit fort. D'ailleurs, cette actrice que j'avais jamais. Mais non, c'est justement ça qui est beau, c'est que en fait, ce qui est fort dans le film, c'est que non, c'est une fausse histoire d'amour, et c'est ça qui est incroyable. Dès le début du film, il sait pourquoi il veut. Non, mais il l'aime. Tu peux pas dire qu'il l'aime. Je suis pas sûr. Il est amoureux d'elle, il est fou d'elle. J'en suis convaincu. Moi, j'en suis pas sûr, et pour moi, c'est là la beauté du film. C'est que c'est une horreur tout. Dans un jeu infernal qui est manié par un Robert De Niro absolument horrible et machiavélique. Il est pris dans un rouage et donc il ne peut plus sortir. Il n'y arrive plus. Il ne peut pas en sortir. Il est pris au piège. Oui, mais c'est pas de l'amour. Il y a peut-être une affection ou quelque chose comme ça, mais c'est pas de l'amour. L'amour ne va pas jusqu'au meurtre ou au crime. D'accord. Pour moi, justement, le seul truc qui nous fait rattacher et qui nous fait toujours un peu aimer ce personnage de DiCaprio, c'est son amour qu'il a pour elle. Moi, c'est le seul truc qui m'a rattaché. C'est pas un amour. L'amour ne se construit pas sur la violence ou sur le crime. Non, mais ça, le crime passionnel, l'amour passionnel, ça n'existe pas. Il n'est pas violent avec elle. À aucun moment donné, il a été violent avec elle. Il tue toute sa... C'est la mort de toute sa famille, quand même. On parle de deux personnages, je te parle pas de son agissement. Oui. Les actions qu'il commet à la famille. Et en même temps, de faire ce que lui demande son oncle. Je te dis, il est complètement il y a un empoisonnement, les gars, tout le long du film. Mais il le fait sans pour pas qu'elle modifie son testament aussi, ou que... Pas ça. Jusqu'au point où lui, il se retourne contre son oncle. Pourquoi il se retourne contre son oncle ? Pourquoi ? Non, mais bon. Et c'est ça aussi le film. Oui. Mais pour moi, c'est là la beauté du film. C'est cette trahison finalement dans ce faux amour là qui est magnifique. Faux vrai, c'est pas le sujet. C'est pas vraiment le sujet. Non, c'est pas le sujet du film. Mais en tout cas, les musiques sont incroyables. J'adore. Les musiques sont magnifiques, les plans sont monstrueux. La mise en scène aussi. La mise en scène est incroyable. Il est dans le procès là, et l'ombre de la fenêtre coupe en deux le personnage de DiCaprio qui est divisé entre sa femme et son oncle, et l'ombre va dans la direction de Niro, enfin vraiment la mise en scène. Et puis cette micro-société aussi de mâles blancs là, qu'à un moment, cette scène où il arrive et puis ils sont tous là vers lui à le regarder. Oui, avec Fraser. Presque une sorte de film d'animation où ils sont tous là, une sorte de montagne ou d'ombre maléfique sur lui, et c'est magnifique. C'est bourré de bonnes idées. Incroyable. C'est bourré de bonnes idées. C'est hyper inventif. C'est ludique, et même si le film est long, pour le coup, je me suis pas ennuyé une seule seconde. J'ai été pris du début à la fin. Et du début à la fin, je trouve que l'ambiance est anxiogène en fait. C'est terrible. Jusqu'à cette fin qui est aussi magistrale, ce dialogue, ce discours de Scorsese qui est juste génial. Pour moi, il y a un manifeste comme ça qui arrive. C'est un des films les mieux construits. Il est au top. Il est au top. Complètement. Bon, passons au top 2 de Sacha. Oui. Non, c'est mon top 2, c'est Anatomie d'une chute. Ah. Qui n'est pas dans le top. Toi, tu l'avais pas du tout mis Non, pareil, comme Killers, vraiment très très proche des mentions honorables. Mais, ok.
Mais la mise en scène est top, vraiment, rien à dire. Pas que la mise en scène, hein. Pour moi c'est le scénario avant tout. Avant la mise en scène. Qui a écrit le scénario avec son conjoint Arthur Harry qu'on a cité précédemment dans le procès Goldman. C'est un scénario d'une puissance qui... Incroyable. Qui passe à la fois l'amour, la jalousie, la question du... Il y a la scène la plus marquante du film qui est une engueulade dans le couple. Complètement. C'est la scène qui vient ruiner celle de Marriage Story d'ailleurs au passage. Ouais, non, parce que celle de Marriage Story pouvait être belle, mais elle était uniquement dans la Non, mais c'est pour rebondir sur le film. Marriage Story, c'était uniquement sur le pétage de plomb, sur je t'aime plus, mais moi je t'aime encore. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez basique comme ça. La jalousie était pas vraiment là. Là, il y a vraiment un cynisme extrêmement profond chez Justine Triet, qui d'ailleurs, à mon avis, s'est construit avec Arthur Harari. Et il y a vraiment cette invective de l'autre là, il se crache dessus, c'est vraiment, il y a une jalousie, elle lui dit qu'il se sent inutile. Il y a surtout l'enfant, le point de vue de l'enfant. Et c'est tout, et cette scène là c'est vraiment le point clé du film, parce qu'elle se sent coupable aussi de peut-être ce suicide. On sait pas si c'est un suicide, on sait pas si c'est un meurtre. C'est un film où il faut faire attention aux détails. C'est ça, tous les détails de la scène d'intro. Complètement. En fait, quand tu regardes le film, tu sais pas que cette scène d'intro va être aussi capitale. Mais après, on y revient sous différents points de vue. C'est tous les non-dits du film qui sont... Qu'est-ce qu'elles sont bien, les scènes au tribunal. Qu'est-ce qu'elles sont bien aussi. Elles sont extrêmement bien écrites. Parce qu'on cherche pas, en fait, finalement, on se rend compte que le but du film n'est pas de chercher à savoir si elle est coupable ou non. Mais oui, c'est pas ça. C'est tout le procès, toute la construction, l'acheminement, justement, vers cette conclusion qui sont absolument magnifiques. Il y a plusieurs pistes. Alors, les relations, le fils qui est... Le rôle du fils là-dedans... Qui, pour moi, lui, est meilleur espoir de l'année. C'est fascinant. Il est énorme, qui est malvoyant, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a toute cette construction sur le doute, même la question du témoin. On en reparlait avec le procès Goldman, cette question du témoin, du regard, de l'écoute. Il entend à la télé. Ah là, les yeux là, mais cette scène. C'est magistral. Et la pression d'une reconstitution aussi, où t'as tout. C'est cette imperfection aussi. Alors est-ce que t'as entendu le bruit d'ici ? Il demande à un gamin de quoi, c'est ça, le doute. Et le gamin, qu'est-ce que tu veux qu'il dise ? Après, il le sait, il se pose des questions aussi. Il se pose des questions, et lui, par rapport à sa mère, ça c'est génial, le truc de la relation entre sa mère et lui, comment elle va changer tout au long du film. Ce doute, ce regard sur l'autre. Qui croire, qui ne pas croire. Le personnage de Swan Arlo qui est magistral aussi, parce que cette ambiguïté qu'il y a dans son rôle avec elle, c'est assez fou. C'est tellement une ambiguïté, à la fin c'est un peu plus. Oui, c'est ça, c'est plus. Mais du coup, on se demande, est-ce que c'est pas ça aussi la clé du film ? Oui, non, mais ça rentre dans le ça rentre là-dedans. Ce qu'on se dit, ce qu'on factorise, tu vois, comme les éléments d'interprétation du personnage. Ah, c'est fantastique. C'est une putain de claque. Et d'ailleurs, Sandra Hüller, que moi que je portais pas vraiment en tant qu'actrice, j'aimais beaucoup, mais c'était pas, je l'avais vu juste dans Sibylle, dans le précédent Justine Triet, qui joue la cinéaste un peu hystérique. Je l'avais vu que là-dedans, j'avais pas vu d'autres films, et là dedans, elle est vraiment fascinante. De toute façon, on va nous mettre d'accord aussi sur un film qui arrive prochainement, mais qui va être incroyable. Quoi donc? Le film de Glazer là, sur la famille. Zone of Interest. Voilà. Ah oui, elle joue dedans aussi. Elle joue la femme du commandant d'Auschwitz. Et elle joue aussi dans Sissi et moi cette année. Oui, un film allemand. Et là, donc elle parle en anglais et en français. Et moi, je l'ai vu dans un film allemand cette année. Je peux te dire, dans les 3 langues, elle maîtrise son sujet et elle joue pas pareil en plus. Non, et là, dans l'anatomie d'une chute, c'est fascinant parce que c'est un rôle extrêmement puissant et vraiment c'est un cadeau que lui offre Justine Triet. Sinon, et tu parlais de la réalisation, mais c'est magnifique aussi en réalisation. Les plans, Non, mais c'est une claque, vraiment. On est d'accord dans le meilleur film de chien. Non, sérieusement, sans la blague, il est super le personnage du chien. Extrêmement important le chien aussi. C'est une blague, non ? Non, parce que j'allais spoiler un truc. Mais oui, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Moi, la fin, le chien, c'est tout le. C'est une clé, ouais. On est d'accord, mais ça, c'est la fin et le chien. Mais on va pas spoiler ce qui se passe, mais je veux dire, le personnage du chien. Il est vachement émouvant aussi. C'est énorme. Super. C'est énorme. Complètement. L'écriture est folle. Regardez ce film. Yes. Okay. À toi, du coup, Raph, je crois que c'est ton top 2. Hein, ou moi... Non. On est où, la top 2 là ? Non, c'est quoi ton top 2, Sacha ? C'était ça, la Anatomie d'une chute. Ah oui, parce que moi je l'ai mis en top 2. Ok, ouais, top 2. Rapito, donc l'enlèvement de Marco Bellocchio, si tu veux venir, Sacha. J'ai raté, je suis dégoûté. Je vous laisse. Alors là, le scénario, la mise en scène, que dire ? Fascinant aussi. Alors, juste pour faire le petit pitch, voilà, c'est le pape Pie IX qui vole, littéralement vole, un enfant juif du quartier de Bologne qui aurait été, attention conditionnel, potentiellement baptisé à son insu, enfin vraiment le truc.
Et donc ça crée des tensions, un peu une guerre de religion. Le film peut être vu sous l'angle des guerres de religion. Il peut être vu sous l'angle historique, parce qu'il y a quand même toute une toile de fond sur les républiques laïques nationales d'Italie, qui se soulèvent contre les États pontificaux. Et donc toute cette toile de fond, on suit une histoire intime, celle de la famille Mortara, et celle de Edgardo Mortara, et sur plusieurs années, donc plusieurs acteurs. Le petit joue super bien, la mise en scène, ce clair-obscur. Et puis c'est pas dans le surjeu, c'est pas dans le pathos, même s'il s'en sert, hein, il se sert des pleurs de ses personnages, mais toujours avec une sorte de pudeur qui est magnifique. C'est des plans qui durent, c'est cette scène du père qui pleure parce qu'il y a l'impuissance totale, en fait, parce qu'on se rend compte que malgré l'époque, quand même, malgré les changements qui arrivent, l'église est quand même omnipotente, et d'ailleurs elle est toujours, hein, c'est toujours c'est une question que d'ailleurs ça a changé quand même, mais oui, mais l'église qui quand même revient de plus en plus dans l'Italie, qui est revenue avec le fascisme. Parce qu'il y a eu une sorte de libération comme ça, démocrate, républicaine qui arrive en Italie. Il peut être lu sous une clé historique plus moderne. Et c'est vrai que Bellocchio nous prouve encore qu'il est extrêmement bon avec les faits historiques, parce qu'il avait aussi réalisé la série Noté cette année, qui est fascinante aussi sur l'enlèvement et la mort d'Adolfo Moro, le président du deuxième parti enlèvement chrétien de sa filmographie, 2 enlèvements. Oui, en plus c'est ça, c'est vraiment 2 enlèvements. Et il nous montre qu'il manipule extrêmement bien cette écriture de l'histoire, cette adaptation plutôt historique, ou des faits réels, et c'est fascinant. C'est un film qui pourtant il n'y a pas d'action outre mesure, c'est vraiment la scène de l'enlèvement, les musiques, c'est presque un procès, c'est hein, presque les musiques qui font. Il y a presque un film de procès au milieu, c'est ça, hein, c'est une quête en fait de vérité. Et puis dans le procès tu vois aussi un peu la société italienne de l'époque, puisqu'elle parle en je sais plus quel est le dialecte, mais c'est pas en italien national, quoi, et donc tout est comme ça en toile de fond, en filigrane, qui survient, en fait. C'est un film qui à la fois est marqué dans une époque et en fait et poète moderne, complètement universel, parce qu'il y a cette question de la délation qui aussi va revenir après dans l'Italie fasciste. Les scènes où on est en extérieur, les reconstitutions historiques, je suis désolé, on s'y croit. On s'y croit presque plus que dans Killers, je suis désolé, alors que le budget c'est 20 fois plus. Ce mur-là qui tombe à la fin, qui s'écroule, c'est vraiment un budget qui est mis au service de l'histoire, et les scènes, je suis désolé, chaque séquence sert le film, c'est impressionnant. Il y a des scènes mémorables, parce que la scène de la langue et de la croix, je dis juste ça. Oui. Oh là là, tu te dis comment, pour l'acteur. Et puis les scènes, il y a des scènes où, si tu veux, c'est très fluide. Les transitions ne sont pas marquées, où tu vas passer d'un truc réaliste à un truc onirique, et il te le laisse comprendre par toi-même. T'as la scène du Jésus crucifié, voilà, je n'explique pas ce qui se passe, mais cette scène, le spectateur la vit comme en fait le personnage, et tu passes par tout un tas de séries d'émotions. C'est la question de la manipulation en fait de l'enfant, hein. Ce prosélytisme qui est quand même extrêmement violent. Manipulation de l'enfant ou manipulation religieuse, ou les deux. Parce qu'on est là devant le film, on se dit c'est impossible, on voit cet amour entre cet enfant et sa mère, ce déchirement qu'il y a, on se dit c'est impossible que cet enfant craque, ou alors oublie sa famille. Tu fais ellipse jusqu'à la fin. Ça, l'ellipse est extrêmement bien. Et la scène de fin entre la religion juive, la religion chrétienne et la laïcité qui est arrivée dans la famille avec le frère qui est dans l'armée. Complètement. Mais tout ça c'est subtil, t'as pas une scène t'as pas des dialogues qui vont t'expliciter tout ça, quoi. Ça c'est vraiment c'est vraiment superbe, hyper fin. C'est un enlèvement en fait sous plusieurs. Il est à la fois enlevé physiquement. C'est hyper riche. Et enlevé aussi dans ses croyances, dans sa propre foi, pas forcément religieuse, mais c'est extrêmement fort. Magnifique film. C'est l'heure. On passe à ton top 1 ? Du top 1. Et bien, Babylone, de Damien Chazelle. Tu l'as mis combien, toi ? 3ème. Ok, alors moi, il est pas top 1, hein, on n'a pas le même, hein. Moi je l'ai pas mis dans le top. Non, il est pas dans mon top, et il est pas non plus en mention honorable. Il est dans la même zone que Killers et tout. Et Tetris est dedans. Allez. Pour moi... c'est... Non, c'est bien. Non, juste pour moi c'est le meilleur film musical, mais de loin. Et les deux... Non, mais je veux dire, les musiques, c'est le truc que tu retiens le plus, ça te reste en tête. Et la fin, juste, moi, vous savez, j'avais été plus déçu que vous sur la fin, donc c'est tout. Mais sinon, l'ensemble du film est excellent, vraiment. Moi, je vous dis, j'y allais sans attente particulière. Je m'attendais à voir un truc pas fou. En fait, la claque. Je l'ai pris en pleine face.
Bah alors j'ai une sensibilité à son cinéma, hein. J'adore ses films, hein. J'adore ses films en fait. Et là, mais dès le début, on fixe le cadre. On a mais une orgie dans une maison au milieu du désert, il y a un éléphant, il y a de la coque partout, il y a des musiques de dingue, du jazz, c'est le bordel. Et c'est incroyable, le film est il est tellement dynamique, on s'ennuie pas. Mais ça bombarde de partout. Bombarde pendant 3 heures. Le personnage de Brad Pitt qui joue un acteur iconique de l'époque nous fait mourir de rire. Clairement sur un tournage où il est complètement pété. Même lui, chez lui, avec sa femme. La scène d'extérieur, là, quand il est avec le... Il tombe dans la piscine depuis le toit, le bordel, c'est le bordel. Je parlais de la scène d'extérieur où le personnage principal doit s'occuper des figurants. Ouais. Et on revient un film sur le cinéma. Tu vois, on a cité Fabelman. Mais justement, pour moi, Fabelman, c'est en dessous. Hein. Ça, c'est vraiment... Oui, non, mais Babylone est hyper généreux. Et puis, surtout, les musiques, on en revient aux musiques, hein, t'as raison. Mais le thème... En plus, c'est les mêmes notes, en fait. C'est vachement proche de La La Land. C'est les mêmes notes qu'on retrouve dans le côté joyeux, dans le côté romantique, dans le côté... Et en fait, non, les chansons sont jamais les mêmes, mais on a toujours les mêmes notes. Ouais, mais vraiment, c'est un film qui marque pour ça. Hein. Et les images, c'est pas juste la musique, et la musique sort pas toute seule. Les images s'accrochent à la musique. Et puis le film est construit. Voilà, le film est critiqué aussi. On peut parler de films complètement mégalos, mais ça marche. Il a voulu faire vraiment. C'est son chef-d'œuvre. Hein. Je pense. Pas qu'il arrive à égaler ça à nouveau, mais il a vraiment fait une sorte de chef-d'œuvre de péplum. Et pourtant, Whiplash et La La Land, c'était déjà des films hyper intéressants, hyper marquants. Et là, vraiment. Celui-là, alors peut-être qu'il se perd dans la dernière partie, qu'il y a un peu de brouillon, mais il arrive à récupérer ça extrêmement bien. Moi, je trouve que ça casse un peu le rythme. Mais c'est sur le changement d'une époque, c'est-à-dire qu'on a une partie de folie et d'ascension incroyable, et on a la partie où ça se casse la gueule, où le cinéma change, et ben ouais, tous ces gens qui ont connu la gloire et le succès, se retrouvent à tomber. Complètement. Et ce duo Diego Calva, Margot Robbie est fascinant. Même si lui se fait effacer en termes de jeu par Margot Robbie, qui livre une prestation exceptionnelle. Il est très bon. Enfin, cet amour qui naît entre les deux, qui est pas un amour parce qu'elle l'aime pas. Enfin, il y a vraiment, c'est un amour à sens unique. Elle aime plus sa carrière. C'est ça, oui. Elle aime plus sa carrière. Mais oui, mais on comprend aussi que c'est une actrice qui est détruite, intérieurement, qui a été manipulée, qui pareil, d'amour. Sur des histoires vraies aussi. Hein, oui, qui va puiser, mais il y a vraiment un travail de recherche époustouflant. Sur le cinéma de l'époque. Ah, c'est une époque. Oh putain. Même le fait de tourner un film avec autant de figurants aussi, on revient à quelque chose à l'ancienne là où. Il y a une démesure totale. T'as Nopéon, qui a pas le même succès. Mais il y a une démesure totale dans le film. C'est un film démesuré, mais qui fonctionne. On y croit. C'est sûr, c'est la démesure d'Hollywood, quoi. Ah ouais, complètement. Et on y croit, quand on y croit, c'est les prémices aussi. C'est les prémices. Oui, c'est l'ancien Hollywood. C'est l'extravagance, quoi. Voilà, le film, c'est ça. C'est ça, tu pourrais dire, l'extravagance, c'est le film, tu résumes ça en c'est la folie, la jouissance jusqu'à l'extrême, le non-droit aussi, cette question totale du non-droit. La petite apparition de Tobey Maguire est sympa, mais si, c'est sympa, en plus c'est drôle et tout. Mais c'est une manière de clôturer le film, il fallait une fin, il fallait... la fin, le danger... Je trouve que ça casse un peu le rythme. Mais c'est tellement divertissant et pas mal fait en fait, c'est tellement juste. C'est ça, complètement. Voilà. C'est juste, c'est un très très grand film. Même si on a beaucoup, moi j'ai pas eu cette sensation de trop plein et je me suis régalé, j'en ai pris plein à la gueule et... ouais. Comme quoi des fois quand on n'a pas d'attente... oui, non, clairement, mais c'est vrai que c'est un film, j'avais pas vu la bande-annonce. Je pense que même en regardant la bande-annonce, tu t'imagines pas prêt à ça. C'est un film qui a été fait pour la salle. On peut pas le voir, pour moi on peut pas le voir ailleurs. Là il va ressortir, je vais y retourner directement. Je pense, c'est sûr. Toi du coup, mais je pense qu'avec Raphaël, Vous avez le même top ? On a le même top, hein ? Oppenheimer ? Mais non, moi j'ai déjà mis. Mais t'as quoi en top 1, toi ? Oh putain. Tetris 2. Bah du coup, oui, pour moi, Oppenheimer, c'était... Antoine ne comprend peut-être pas, mais pour moi, c'était une évidence. Il est dans mon top. Nolan qui maîtrise extrêmement son sujet. On a ce scénario qui est... c'est encore une fois un Nolan extrêmement bien ficelé. Comme toujours, Nolan est extrêmement rigide sur sa réalisation, mais qui... avec cette question du noir et blanc et de la couleur, se donne une liberté qu'on n'a pas dans ses autres films, qui est hyper intéressante. C'est-à-dire qu'il prend un genre du biopic, il le Il renverse. est agaçant ce mec, je suis désolé, il te dit mon film pour le voir comme ça, dans tel condition. Non, il est un peu moralisateur. Et au final, oui, il s'en sort quand même. Attends, le cadeau qu'on t'a fait à pas parler du Règne Animal, c'est une direction, c'est une direction, c'est un réalisateur, il prend la direction de son film, c'est logique. C'est bon.
c'est comme ça qu'il a adapté un livre. Dans le livre, c'est exactement pareil. Il a juste voulu, avec tout son savoir qu'il a cinématographique, mettre en scène cette double narration. Et le noir et blanc, ça aurait pu être le noir et blanc, ça aurait pu être autre chose, et c'est extrêmement bien vu, parce que le noir et blanc vient servir l'histoire. Et les deux parties se répondent. Oui, vraiment, sans être... Même si la première, c'est la confection de la bombe, donc c'est une course contre la montre. C'est pas chronologique en plus. Ça n'est même pas chronologique. Et la deuxième partie, là, pour le coup, la deuxième partie, c'est celle qui a perdu du monde. Mais je suis pas d'accord, je trouve qu'elles se répondent bien. Moi, je trouve que ce que tu as dit sur Killers, je le dirais, c'est un film de 3 heures, mais ça n'arrête pas de bouger. Il n'y a que du dialogue, hein, donc tu pourrais te dire ça va être ultra chiant. Film de procès, encore une fois. Tu vois pas le temps passer. La question du procès, quand même, revient beaucoup cette année. Je sais pas, après, le film de procès, c'est historique. C'est très courant, mais ça marche toujours. On voit que la puissance du film du procès, et puis cette construction cyclique qui revient toujours chez Nolan, elle est quand même fascinante. C'est Einstein qui est au début du film et qui est à la fin, qui vient boucler le film. Sur une phrase mais surtout c'est une phrase qui quand même terrifie tout le monde, hein. Et sur ce personnage d'Oppenheimer qui est complètement ambigu, qui est un destructeur de monde, comme il dit dans le film. Enfin, pour moi c'est fascinant, et là où j'avais peur, justement, Nolan, souvent on le perd là-dessus, sur la question de l'émotion, qui pour le coup est parfaite dans Interstellar et qui est utile. C'est-à-dire qu'Interstellar, sur cette question père-fille, ne marche pas. Là, la relation amoureuse aussi d'Oppenheimer est hyper intéressante. Mais la relation amoureuse, elle est aussi politique. Avec, oui, complètement. Elle est politique, et puis il a glissé énormément de choses subtiles dans son film. Comme le moment où elle est noyée, elle, on le voit triste. On le voit assez mal dans la version en couleur. Non, dans la version en noir et blanc, on la voit être noyée. Et dans la version en couleur, on voit un gant qui vient saisir sa tête et la plonger. Donc ce serait pas un suicide comme c'est dit dans le film. Comme il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi elle a été assassinée aussi. Mais non, mais il y a plein de choses. Déjà, sur un biopic, en général, on se dit ok, on connaît la fin. Et justement, il prend le contre-pied de ça. Et c'est pas chronologique. Donc déjà, il n'y a pas une seule date qui est écrite avec un bandeau. C'est ça, c'est pas didactique. Mais ça te perd pas. Il y a des voix off, mais pour. Non, mais il arrive à pas te perdre avec ça. Et en plus, la fin, il arrive à créer un suspense avec ce qu'il y a dans l'intrigue, pas avec comment ils vont faire la bombe, parce qu'au final, sinon, il n'y aurait pas de suspense. Et donc la fin fonctionne, la fin c'est une claque, et surtout l'aspect musical. Beaucoup de gens l'ont critiqué sur ça, il y a trop de musique, ça bombarde tout le temps, mais c'est ça génial. En fait, ça te bombarde de musique, et l'explosion de la bombe qu'on attend tous, c'est en silence, et le pire, c'est le silence du discours, qui est une bombe interne. Cette séquence du discours, elle est incroyable, les décors qui bougent avec les cadavres en fait japonais sur le sol, parce que on lui a reproché d'avoir oublié cette partie de l'histoire. Mais je suis pas d'accord, justement, toute cette séquence, tout est là. Hein. Mais tout est dans la tête d'Oppenheimer. Les cris, sous les applaudissements, on entend certains cris, enfin, c'est parfait. Parce qu'on suit Oppenheimer, on n'a pas envie en fait, d'un regard japonais, même s'il est important ce regard japonais, c'est pas le but du film. Justement, c'est plus intéressant d'avoir la prise de décision. Mais c'est pas que c'est quand ils choisissent quelle ville on va bombarder, il y a tout ce cynisme autour de ah non, pas Kyoto parce que c'est culturel, on y allait avec le mariage de la femme. Enfin, c'est d'un cynisme total, et c'est plus fort que d'avoir voulu montrer. Non, mais oui, mais on est dans la tête d'Oppenheimer, c'est pas un biopic qui raconte Oppenheimer et les scientifiques qui ont fait la bombe, où là ça serait intéressant d'avoir aussi le point de vue japonais. Un choix de point de vue. Et bon, le scénario a été écrit à la première personne, on est dans sa tête, et puis t'as tout un reste du. Bon, Cillian Murphy incroyable. Mais le casting est incroyable, hein, Matt Damon, etc. T'as même la brochette d'acteurs, c'est. Robert Downey Jr. est fascinant. D'ailleurs, ça fait plaisir de le revoir dans un bon rôle. Moi, je trouve qu'il utilise même, je sais pas si c'est vraiment le but, mais qu'il utilise même des acteurs connus pour nous faire comprendre, pour nous faire reconnaître les personnages. Gary Oldman. Parce que. Pourquoi Gary Oldman ? C'est pas lui qui joue le président ? Si, mais non, mais je veux dire, dans les scientifiques, tu sais, tu pourrais t'y perdre. Et en fait, vu que les acteurs sont connus, tu les reconnais, et donc c'est comme dans la tête d'Oppenheimer, en fait, il les connaît tous. Et t'as pas besoin d'en mettre à chaque fois qu'il y ait tel personnage, et ça fait avancer le film encore plus vite, et ça te fait prendre le rythme. Alors qu'on est dans une timeline où ça s'entrechoque entre noir et blanc, couleur, entre les différentes époques, et t'es jamais perdu, quoi. Et t'arrives à la fin, et vraiment, t'as l'explosion, et l'explosion finale, c'est pas une explosion, c'est une phrase toute simple qui est dite, et qui toi, te fait exploser, quoi. Donc non. Et puis il a vraiment rien voulu oublier, il y a cette hégémonie américaine qui est quand même aussi extrêmement critiquée pendant le film. Ce côté où aussi Oppenheimer était extrêmement engagé pour la cause républicaine espagnole,
qu'il en a été écarté, ce rapport avec le communisme qui lui a failli lui coûter, Bah oui, et ça qui a passe. failli coûter la guerre hein, d'ailleurs aussi. Oui, parce que c'est sur l'engagement atomique et le macartisme, je vais y arriver. Vraiment, c'est ça. T'as les deux, hein. Les deux timelines pourraient être résumés à ça. Lui, il les résume entre fission et fusion, c'est plus intelligent vu que, voilà, pour la bombe atomique. Mais Non, c'est intelligent, c'est extrêmement bien riche, réalisé. c'est subtil, il y a plein de choses. C'est un très très grand film. Super bien mis en scène, très bien joué. Donc moi mon top 1, assez déçu que vous l'ayez pas mis du tout, enfin je sais pas si vous l'avez vu en fait, c'est un film tunisien. Enfin, vraiment moi c'est pas que... D'accord, c'est un film tunisien et français. C'est un film de Kauter Benania, celle qui a fait L'homme qui a vendu sa peau. Ça s'appelle Les filles d'Olpha. Et c'est vraiment un film, si tu veux, Ah oui, c'est vraiment un film hybride. Tu pourrais même presque aller dire dans le film expérimental. C'est pas exactement expérimental, mais on est entre la fiction et le documentaire. Et le procédé choisi déjà est fascinant. C'est cette mère avec deux filles qui raconte comment elle a perdu deux autres de ses filles qui sont parties au djihad. Et en fait, elle doit raconter leur vie, quoi. Les filles racontent leur vie et la mère également. Et Kauter Benania a choisi de caster deux actrices pour jouer les deux filles qui sont plus là. Et également une mère pour remplacer la mère dans les scènes qui seront trop difficiles. Et au départ, c'est juste un documentaire, si tu veux, où c'est une interview entre la mère et ses filles et les actrices, et qui partagent, si tu veux, leur vie, quoi, pour qu'elles puissent les jouer ensuite. Et ça se mélange tellement entre les scènes où les actrices jouent, les scènes où les vraies personnes jouent, et les deux, si tu veux, on est dans un moment où ça perd le spectateur, on ne sait plus qui est l'une des vraies sœurs, l'une des actrices, et ça, arriver à mettre un flou entre la fiction et le documentaire, moi j'avais jamais vu ça au cinéma, et au-delà de ça c'est hyper riche, il y a plusieurs niveaux de subtilité, parce que entre les scènes, la caméra continue de tourner, et entre les scènes, les actrices, vu qu'elles veulent savoir comment il faut jouer les scènes, elles demandent aux sœurs ou elles demandent à la mère, et elles sont pas de la même, des mêmes générations de 1, et surtout elles sont pas des mêmes pans de la société tunisienne. Donc elles n'ont pas eu les mêmes éducations, etc. Et elles se comprennent pas, si tu veux, et donc elles questionnent chacune les autres, leur perception de la société tunisienne, leur perception de la religion, etc. Et si tu veux, ça se confronte, à la fois elles jouent les rôles des unes et des autres, et tu les perds les unes dans le personnage des autres, et en plus elles confrontent leurs personnages à leur propre réalité, et chacune en ressort différemment, à la fois celles qui doivent jouer les personnages de base, et celles qui doivent expliquer leur vie. Et enfin, moi, j'étais vraiment... ça m'a choqué, quoi. Comme film, j'avais jamais vu un truc aussi hybride, un truc aussi atypique. Et bon, là, du coup, je vous ai un peu expliqué le procédé. Moi, je savais absolument pas de quoi il allait s'agir, donc évidemment, c'était un peu plus choquant pour moi. Mais ne serait-ce que pour l'aspect novateur du procédé, et l'aspect juste émotion et qualité du jeu. C'est même pas qualité du jeu, on s'y perd, on sait plus qui joue, en fait, et qui récite sa vie. Et il y a des scènes où juste quand elles récitent leur vie, c'est trop difficile de jouer la scène comme ça s'est passé. Et bon, il y a la question aussi de l'homme et de la femme, il y a les questions religieuses, bien sûr. Là, je vous explique que le procédé, mais dessous, il y a des questions religieuses, des questions de société, le djihad, des questions de géopolitique. C'est vraiment un film ultra riche, avec plusieurs niveaux de lecture, quoi. Donc moi, c'était mon top 1, quand je l'ai vu en juin, je crois, c'était mon top 1, et depuis, ça n'a pas bougé. Hein. Donc... Non, bah écoute... Très bien, bah comme ça, ça fait... Bon, on a la diversité, au moins. Très beau top, hein. Moi, c'est... Ouais. Peut-être un des tops où il y a le plus de diversité. Sûrement, ouais, je pense. Après, il y a eu beaucoup de films marquants. Et c'est pour ça, moi j'en ai vu plus que les années précédentes, c'est sûr. C'est un calvaire de faire ces tops. Tu sens le gars qui en a acheté, quoi. Mais ouais, un peu quand même. Enfin, ouais, même en mention Europe, tu te rends compte que t'en oublies. Beaucoup de films oubliés, quoi. Enfin, qu'on n'a pas vu. Alors... Ouais, c'est sûr. Il y a un nombre de films qu'on n'a pas vu qui est assez impressionnant. Ouais. Bon, après, toi, t'en as vu combien 90 130. 130, ouais. Mais... Ouais, t'en as vu plus que nous, quand même. Ouais, non, mais je te dis, j'ai une bonne trentaine de très bons films. Et d'ailleurs, tous ceux que vous êtes offusqués, qu'ils n'étaient pas dans mon top, ils sont tous dans le top 15 à 20, tu vois. C'est en dessous des mentions honorables. Mais c'est vraiment les films, il y a eu de très bons films. Et ouais, en plus, top assez varié. Quelques bons blockbusters, quelques bons films indépendants. Je suis assez content de la diversité du top. Mais non, t'es parfait pour conclure. On finit sur ça. Nickel. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en citer d'autres, ou à nous commenter ce que vous avez à dire sur les films. Et on sait que vous allez être nombreux. Donc...
Non, mais maintenant il y a le site, hein, écoute. Et je crois qu'on a une belle année 2024 qui nous attend avec un beau panel de films et encore. Oh que oui. Ouais, bah comme toujours, hein. Mais c'est sûr que Dune des années, Dune je ça crois serait que sûrement créé une place dans ce top, hein, je pense. la fréquentation des salles a augmenté de 27%, je crois. 21, je crois. 21. Mais ouais. Ça reste un Pas joli mal, bah pourcentage. on revient, oui, on est toujours sur la bonne pente, mais Voilà. lentement mais sûrement, On quoi. s'en sort Ouais. petit à petit. Voilà. Sur ce, ce. merci de nous avoir écoutés jusqu'à la Yes. fin. Si vous êtes encore là, c'est que c'est le cas. Et à la prochaine. À l'année prochaine, ouais. Bonne journée à tous. À tantôt. Ciao. Ciao. Attends, on fait Ciao. L'enlèvement. Marco Capito? Ma che lo dici? Pinocchio.